Nouvel épisode avec Nicolas Archotte, préparateur physique. Il accompagne de nombreux pilotes en VTT. Il nous présente son travail au sein des structures en compétition, l'évolution et son adaptation continuelle à tous les défis que les athlètes lui présentent. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Bonjour à tous, nouvel épisode du Setup Podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Nicolas, entraîneur de Loïc Bruni pour ceux qui le connaissent. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour venir ici. Euh, Si tu peux déjà commencer par te présenter. Bonjour, comme tu l'as dit, donc je m'appelle Nicolas Archotte, je suis préparateur physique et entraîneur. Donc j'ai été l'entraîneur olympique du BMX pour l'équipe de France jusqu'au Tokyo. Et je m'occupe aussi de pilotes en VTT et descente, notamment avec Loïc et aussi Loïc Bruni et Myriam Nicole, entre autres. Et je m'occupe aussi d'un pilote en cross-country, Adrien Boichy. Et bon, je me diversifie pas mal. Et j'ai un pilote aussi au Dakar, pour ceux qui suivent un peu le Dakar, un Français, Adrien Van Beveren, avec qui j'ai travaillé sur sa prépa physique pour le Dakar. Voilà voilà. Génial. Beaucoup de disciplines différentes, mais je pense que tu arrives à trouver de la complémentarité entre toutes ces disciplines. Ça te permet de créer une méthode pour se recentrer et aider l'athlète. Ouais, c'est beaucoup de disciplines différentes et en même temps, ça me permet d'aller chercher, creuser et puis surtout voir ce qui se fait ailleurs et essayer de mixer un peu toutes mes connaissances avec tout ce que je vais chercher par curiosité, parce que je pense que l'une des qualités dans ce boulot, en tout cas selon moi, reste aussi la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, ouais, pas mal de disciplines, mais j'essaie de tout me servir de chaque discipline pour transmettre et pour essayer d'apprendre des choses nouvelles et aussi d'avoir de nouvelles méthodes pour éviter de tomber dans une certaine routine avec les athlètes et tout le temps essayer de leur présenter quelque chose de nouveau pour les choquer et pour qu'ils puissent s'adapter au mieux aux exercices demandés. Ouais. Mine de rien, il y a quand même un point commun entre toutes ces disciplines. C'est deux roues, un guidon. Et Euh, un casque. ouais, et un casque, parce qu'effectivement, ça fait une grosse différence dans tout ça. Du coup, ben, quel parallèle tu peux faire entre toutes ces disciplines en termes de demande d'exigence prépa physique? C'est une question difficile. Euh, je t'avoue que peut-être pas quel parallèle. Enfin, j'essaye vraiment de bosser chaque discipline pour moi est à part entière, même si je vais chercher un peu d'infos à droite à gauche. Mais ouais, je sais pas répondre à cette question. Tu vois, c'est rigolo, mais ouais, je n'ai pas de réponse à ça. Tu vois. C'est ça qui est intéressant parce que, a priori, on pourrait se dire que c'est des disciplines relativement similaires et bah, du coup, tu viens d'y répondre en disant qu'au contraire, elles sont relativement différentes et on ne peut pas du tout les mixer, même si la plupart des pilotes les pratiquent en complémentarité dans leur entraînement. Chaque finalité est différente selon le sport. Ouais, tu as raison, chaque finalité est différente. C'est vrai qu'en complémentarité, les pilotes de BMX vont faire un peu de VTT, des pilotes de VTT de descente vont bosser un peu sur la piste de BMX pour la technique, mais pas que. Euh, mais c'est vrai qu'elles ont toutes leur finalité et elles restent quand même assez différentes entre elles. L'effort de BMX va durer 40 secondes. En descente, on est sur du 2 minutes, entre 2 minutes et pour les plus courtes et 5 minutes. Donc, si je prends la moto, le Dakar, ça dure 15 jours et ça dure 8 heures par jour. Et puis, bon, en plus de ça,
et ben, il y a un autre facteur, il y a le moteur qui rentre en compte. Donc, enfin, il y a les l'engin, j'ai envie de dire, avance pas de la même manière pour chaque discipline. Et l'idée, c'est de le reste le même, c'est de le faire avancer le plus vite possible, euh, tout en pensant à l'intégrité physique du pilote qui, pour moi, reste une chose importante dans son développement et pour son avenir aussi. Hmm. Justement, comment tu fais pour, enfin, logiquement ou d'une manière parlante, comment tu fais justement pour faire ça? De la salle de muscu, de la gym, enfin, il y a plein de moyens d'y arriver. Toi, quels outils tu utilises? Ouais, bah, il y a plein de moyens d'y arriver. Il y a, comme tu dis, il y a tout ce qui est travail en salle de musculation, mais pas que. Après, il y a un gros travail aussi sur le vélo pour développer les différents systèmes énergétiques, par exemple le système aérobie. Mais surtout, il y a, en tout cas pour ma part, il y a beaucoup d'échanges avec les sportifs. Et, et voilà, et par ces échanges, et ben, moi, j'essaye de doser au mieux pour les faire rentrer dans une zone qui va pas être de trop ou pas assez, pour justement ben, essayer d'éviter un maximum la blessure. Il y a des jours où j'ai prévu de faire des choses en volume. Et ben, si j'ai un retour de l'athlète ce matin-là, je ne sais pas, pour X raison, il n'est pas bien, eh ben, je vais pas hésiter à baisser la séance, à baisser le volume pour essayer de répondre à sa demande et justement éviter de tomber dans le trop. Et puis, ben, le trop, on sait où ça amène. L'excès, ça amène à la blessure souvent. Donc ouais, c'est beaucoup d'échanges avec les sportifs. Hmm. Ouais, effectivement, la blessure, c'est quand même un paramètre vraiment important dans ces sports à risque. Déjà ils manquent de se blesser régulièrement dans leur discipline. Comment, par ton rôle de prépa physique, tu arrives à les aider à gérer ce risque-là de blessure dans leur discipline? Et ben, mon rôle de prépa physique, c'est d'essayer justement de les amener dans les meilleures conditions sur le plan, tant sur le plan énergétique que sur le plan musculaire le jour J, le jour de la course. Mais j'ai envie de dire, ce qui me sert beaucoup pour ça, c'est en parallèle, je suis en formation pour passer un diplôme de préparateur mental. Et, et voilà, et je pense que c'est tout ce côté-là de coach mental qui m'apporte beaucoup, et ben notamment sur, voilà, pour essayer de sentir les choses et d'essayer de les mettre dans une bonne zone, dans leur zone, la zone qui leur va bien à chacun, qui est différente pour chacun. Et c'est là où le travail est intéressant pour éviter d'aller au charbon et puis de faire n'importe quoi. Oui, cette fameuse sensibilité et cette zone optimale de progrès. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu parlais de prépa mentale. Au final, on se rend compte que c'est très complémentaire et en fait, il y a des spécialités, mais tout travaille ensemble. J'imagine que déjà, ben, vu que tu n'étais pas encore diplômé, tu faisais appel à d'autres professionnels formés. Comment tu faisais du coup pour travailler en équipe avec l'athlète au centre? Eh bien, le mot, tu l'as dit, en fait, c'est travail en équipe. Et ben voilà, beaucoup des échanges avec le prep mental du pilote et moi et lui, voilà, ou elle, ou lui, par exemple. Où, et ben voilà, on va discuter à trois et on va discuter d'une stratégie à mettre en place qui correspond à l'athlète. Mais bon, la chose la plus importante selon moi, faut bien avoir en tête que l'athlète est au cœur de la performance, quoi. C'est lui qui décide. Nous, on l'accompagne, on le guide, mais ça en reste là, quoi. Après, c'est lui qui va nous dire, voilà, je veux partir sur ça, faire comme ça, en nous demandant notre avis.
Mais voilà, ça reste lui le principal acteur de sa performance. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Hmm. Enfin, je sais pas si tu as déjà rencontré le cas, mais il y a des athlètes qui ont des prépas mentaux, des diètes, des prépas physiques, en plus de leur entraîneur très tôt dans leur carrière. Dès qu'ils commencent à performer au niveau international, de suite, ils s'entourent. Et au contraire, il y a des athlètes qui ont plusieurs titres mondiaux et qui, en fait, viennent dans ces complémentarités-là de staff relativement tard. Comment tu l'expliquerais ou est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a des règles à avoir avant de s'entourer? Ben là, comment j'expliquerai? Je n'ai pas d'explication là-dessus. Il y en a qui arrivent, il y en a qui sont autonomes et qui arrivent à faire seuls. Aujourd'hui, honnêtement, j'essaye de chercher, mais dans mon entourage et dans les sportifs que je peux côtoyer, même si c'est pas moi qui les encadre, j'en vois pas. Il y en a de moins en moins, mais ouais. Il doit en avoir. Après, il y en a certainement encore, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ce que je remarque et un schéma qui a l'air de fonctionner, c'est quand même l'athlète au centre de la perf et qui s'entoure de telle personne, telle personne, telle personne, enfin, un entraîneur, un prépa physique, un coach mental, un mécano, un médecin, un physio, et qui va piocher comme ça dans ses ressources autour de lui quand il en a besoin. S'il est malade, eh ben, il va aller voir le médecin. S'il a besoin de récup, de massage, ben voilà, il va aller voir le physio. Et c'est vrai que ce modèle aujourd'hui, je le vois quand même pas mal autour de moi, avec les sportifs avec que j'encadre, mais aussi sur d'autres athlètes. Donc, c'est vrai que s'encadrer, avoir une équipe autour de soi, aujourd'hui, eh ben, ça semble être une des clés. Déjà, pour le sportif, ça lui permet de ne pas gaspiller de l'énergie à droite à gauche et de tout de suite aller piocher chez la bonne personne et puis de ne pas perdre de temps s'il doit récupérer d'une blessure, par exemple. Voilà, de faciliter les choses, j'ai envie de dire. Se faciliter les choses pour un gain énergétique le plus important possible. Mm. Ouais, Donc, s'encadrer d'une équipe, tout simplement. ouais. Souvent, on parle de gains marginaux, mais au final, là, on est dans des gains, entre guillemets, attentionnels et des gains d'énergie qui sont relativement importants. Ouais, c'est sûr. C'est tous ces petites choses au quotidien qui vont faire que la saison va pas être si longue que ça. On va essayer de pas arriver au bout en étant à cran. Et, euh, et voilà, enfin, après, voilà, sur une semaine de course, quand on a une semaine de Coupe du Monde, il y a beaucoup de sollicitations. Émotionnellement, ça pompe. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Quand tu es entouré et que tu as des ressources à proximité et que tu as juste à piocher sans perdre d'énergie, j'ai envie de dire, et ben ça permet peut-être, en tout cas selon moi, d'espérer d'être au mieux le jour J et puis de tenir la saison sans être à bout à la fin. Ouais. En DH et même en cross, enfin maintenant, je pense que même en junior, il commence à avoir pas mal de déplacements. Les saisons sont relativement longues et en plus de ça, il y a des gros déplacements. Euh, Comment tu gères du coup ce décalage horaire, ces déplacements, Au final, l'athlète, il fait pas beaucoup de vélo, beaucoup de voyages, si on fait le ratio, compétition, déplacement. Comment tu fais pour gérer tout ça? Et ouais, on essaye d'optimiser au maximum. Après, quand il y a des gros décalages horaires, et ben on arrive assez tôt. On peut arriver 15 jours avant une course. Et ben pour essayer, voilà, pour s'adapter et s'habituer au décalage. Et puis, on a des petites routines quand on arrive sur place, de récup, de mise en route, de mise en action, de réveil du corps.
voilà, qu'on a établi avec les sportifs. Mais une fois de plus, chacun a un petit peu son rituel et son protocole de mise en action et pour répondre à tout ça et à ces décalages. Il n'y a pas de toi, tu vas faire ça, ça marche. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas mon. C'est pas ma. Oui, il y a des choses. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qu'on lit dans les bouquins, il y a des. Mais bon, enfin, aujourd'hui, honnêtement, si je devais écrire si j'avais à écrire un bouquin, je ne sais même pas si j'oserais le sortir tellement, des moments, je me dis, mais en fait, mais non, mais ça, c'est en théorie, en physio, dans le book, ça n'existe pas, ça ne marchera pas. Et puis au final, eh ben, ouais, si, ça marche parce que certainement, on est sur des êtres humains et que chaque jour est différent et que chaque jour, tu as une énergie différente et tout ça. Et puis, ben, ce qui fait que, voilà, ouais, les bouquins, ok, mais après, il y a ce qui se passe sur le terrain et surtout aussi l'envie du sportif, quoi. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Ouais. Il n'y a jamais de règles et effectivement, pour les prépas qui sortent d'études, c'est important c'est important de l'avoir en tête. Et ben, ouais, des moments, je me dis, s'il y avait des règles, ce serait peut-être tellement plus facile, quoi. Et aussi, peut-être moins usant pour nous, pour les préparateurs, pour les gens qui encadrent. Mais non, enfin, en tout cas, bon, alors après c'est peut-être que je fais mal, hein. Voilà, c'est peut-être, je suis pas en train de dire que c'est moi qui ai raison et qui fait bien. C'est qu'en tout cas, moi, en tout cas, enfin, ce que j'observe et avec les athlètes avec qui je bosse, ouais, c'est tout le temps, c'est toujours nouveau, quoi. Il Mm. faut aller créer, il faut être curieux, il faut inventer et des moments, ben, il faut inventer des choses qui n'existent pas et puis qui n'existeront plus une semaine après, quoi. Ouais, exactement, parce que c'était ce qui correspondait le mieux à l'instant T pour l'athlète. Mais exactement, s'adapter, voilà, c'est le mot adapter. Tu vois, je me pose toujours la question de est-ce qu'on peut entraîner l'adaptabilité, quoi. Ça reste. Est-ce que l'adaptabilité est entraînable? Parce qu'au final, c'est souvent voilà, être capable de s'adapter sur une course. C'est pas donné à tout le monde. Et enfin, je donne un exemple qui me vient en tête, c'est bah, tu fais des qualifs sur le sec toute la semaine et puis le matin de la course, il pleut, quoi. Donc bon bah voilà, il faut s'adapter, quoi. Ouais, complètement. Mais ça, enfin, le corps humain, il est sur Terre, il est en vie pour s'adapter, sinon il ne serait pas en vie. Donc au final, on retombe dans des logiques plus profondes. Ouais. Et au final, ça te fait comme un réglage de vélo, un réglage de suspension. Il va être réglé parfaitement à cet instant T et 15 jours après, il faudra tout changer parce que ça va plus. Ouais, voilà, exactement, par exemple. Ouais. On voit beaucoup des athlètes en salle de muscu avec des méthodes de développement de la force. Quelle place tu donnes à la force dans la performance? Eh ben, je donne une place importante à la force. J'avoue que bon après en BMX avec des athlètes en plus qui ont besoin selon moi, d'une force max assez importante. Mais même pour les autres, parce qu'aujourd'hui, bah, je considère que plus un muscle est fort et plus il va être endurant. Donc, donc il y a une place assez importante ouais, dans le développement de la force et après d'essayer de garder dans l'année un niveau de force assez important. Mais bon, voilà, il y a ce côté force physique importante, mais il y a aussi tout un autre aspect qui peut être pour le coup du côté mental. Pour l'athlète, de se sentir fort, pour certains, c'est important aussi et ça peut être un facteur de perf, enfin, de facteur de motive dans la performance. Donc, ouais, il y a le côté physique, mais il y a aussi toujours ce côté je me sens fort, je suis bien, quoi. Mm. Exactement. Ouais, enfin, voilà. Donc,
Ouais. Donc, ouais, ça reste quelque chose d'important pour moi. C'est le fameux. Tu dis à l'athlète que c'est pour avoir des pecs sur la plage l'été, quoi. Tu lui dis non, non, mais va à la salle, ça va t'aider. C'est pour. C'est juste là. Ouais, enfin, j'ai pas besoin de le dire, en fait, c'est lui qui me le dit, quoi. Donc, bon, voilà, une fois, deux fois, quand tu l'entends 10 fois, enfin, il y a des petites choses comme ça qui peuvent te paraître un peu anodines, mais qui au final le sont pas tant. Et il faut pas, c'est des choses à côté desquelles il faut pas passer. Hmm. Ouais. Ben, au final, on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure, où il y a une sensibilité, une adaptation. Et au final, il y a aussi un côté, une écoute qui est importante de qu'est-ce qui fonctionne et chez l'athlète et qu'est-ce qui le met en confiance, qu'est-ce qui le rend fort en termes global, pas juste qualité musculaire. Ouais, en fait, c'est un peu ça. Ouais, je dirais, c'est d'essayer de trouver le bon combo entre ce qui le rend fort le bon combo pour l'amener à une certaine zone, bah, dans sa bonne zone, tout en étant serein, confiant. Donc, bah, voilà, ça passe peut-être par se sentir fort pour certains. Mm, complètement. La force, c'est aussi une qualité qui est relativement intéressante, enfin importante pour ce qu'on appelle enfin, la santé. Tu as eu beaucoup d'athlètes qui ont eu des graves blessures et qui ont réussi à revenir euh, ben, au top niveau. Comment tu as géré ça avec le staff médical? Et bah là, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as l'équipe autour de toi qui va bien, enfin, en tout cas ton équipe autour de toi, et ben déjà, en gain de temps, c'est juste incroyable et il n'y a pas de perte de temps, c'est tout de suite ce qu'il faut faire, on a tout de suite les bonnes réponses, les bons examens. Et puis après, de là, ben, on construit justement avec le kiné, le médecin et on est toujours en relation. Et moi, eux, ils me disent, voilà, à tel niveau, on va pouvoir attaquer ça. Et puis moi, je propose les exercices qui sont validés par le kiné ou le médecin. Et puis, feu, on avance, quoi. Voilà, on définit un programme ensemble. Et une fois de plus, ça reste un travail d'équipe avec des objectifs à, à J plus 12, J plus 18, etc. Et voilà, tout en équipe, on essaie, on avance. Yes. Et j'imagine que du coup, là, finir par de la force, ça le remet carrément bien en confiance sur son vélo après un gros crash. Ouais, c'est sûr. Quand il commence à pouvoir un peu repousser des charges, ouais, ça les rassure. Il doit y avoir aussi un côté rassurant, hein, tant performant que rassurant là-dedans. Ouais. Euh, Tu parlais d'adaptabilité. Euh, Est-ce qu'au final, tu te rends compte que les bons athlètes, ce sont ceux qui s'adaptent ou au contraire, c'est entre guillemets quelque chose que tu peux développer, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qu'on peut développer à l'entraînement? Tu posais la question tout à l'heure. Ouais, c'est une fois de plus une bonne question. Tu vois, si je me pose la question, c'est que j'ai pas encore dû trouver la solution et la formule, puisque je me la pose encore, à savoir si on peut l'entraîner. Mais en tout cas, ce que moi, je vois sur le terrain, eh ben oui, et c'est sûr que les athlètes qui savent s'adapter, il n'y a pas photo. Ils ont quelque chose en plus dans leur bagage. Et pour moi, quelque chose d'important en plus, quoi. Après, ouais, est-ce qu'ils sont plus forts? En tout cas, ils ont un truc en plus. Ils ont un truc en plus voilà, qui va faire que c'est peut-être ça qui fera la diff le jour J, quoi. Pour X raisons. Enfin, en DH, il y a tellement d'exemples. Enfin, tu arrives, l'autre devant toi, il t'a bousillé le virage, tu arrives où tu dois passer. Et ouais, et ben, t'as pas le choix. Tu vas devoir t'adapter, faire autre chose.
Et tout ça, enfin, ouais, c'est perso, quoi. Ça reste l'athlète. Et une fois de plus, c'est pour ça que j'essaye au maximum de mettre l'athlète au cœur de sa performance et voilà, que ce soit lui qui ait les cordes et qui, entre guillemets, décide de où il veut aller, parce qu'à un moment, sur le vélo, quand il va falloir prendre la décision, c'est pas moi qui vais la prendre à sa place. Quand il sera sur son run de course, moi, je suis sur le côté et à pas me servir de mes yeux pour regarder, c'est tout ce que je fais. Donc, c'est la performance, c'est bien lui, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste de réflexion, hein, sur ce que l'athlète fait avant junior? Notamment, tu vois, en France, on a la chance d'avoir un modèle de compétition qui est relativement riche avec, tu vois, les TRJV. On a beaucoup d'athlètes qui touchent à beaucoup de disciplines du vélo avant de se spécialiser. Et j'ai l'impression que les exemples de top pilotes, que ce soit, tu vois, Koretsky, Mian Nicole, Bruni, ils ont tous fait du TRJV avant. Est-ce que ça pourrait aider à ça? Est-ce que ça serait une piste de réponse à ça? Ben, il faudrait vraiment aller voir ce qui se fait dans les autres pays. Si voilà, s'ils ont un peu ce modèle ou pas. En tout cas, aujourd'hui, si on prend les résultats élite français ou même française, eh ben, on s'aperçoit pour la DH et même pour le BMX d'ailleurs, puisque c'est la première nation mondiale, et en DH, il suffit de prendre encore les résultats de ce week-end entre les qualifs et la finale. Et ben voilà, le nombre de Français dans le top 10, c'est juste incroyable. Donc, certainement que le modèle et la formation jeune et la diversité de toutes ces disciplines fait que peut-être, voilà, aujourd'hui, on en arrive là et on a des aussi bons résultats avec les élites. Ouais, je pense que bah, de toute façon, se diversifier avant un certain âge, c'est, c'est bien. Et je vais reparler d'adaptabilité. Ça se trouve, voilà, c'est peut-être une des clés de ça et ce qui permet de s'adapter, d'avoir touché à plusieurs disciplines avant de se spécialiser vraiment dans une à un certain âge. Ouais. Ou, enfin, au contraire, ou je ne sais pas si c'est complémentaire, mais est-ce que c'est pas aussi l'émulation française, toutes ces équipes françaises qui font un travail incroyable et qui, en fait, c'est entre guillemets un pool d'acteurs privés qui crée une émulation à la fois avec les partenaires, les marques et les athlètes pour pouvoir ben, tirer tout ça vers le haut. Ouais, ouais, les équipes françaises, oui, enfin, ça bosse en tout cas. Bon, je vais parler de ce que je connais, donc de mon équipe avec Spé. Oui, oui, ça bosse l'hiver. Il y a beaucoup d'échanges entre nous sur les courses, avant, pendant. Mais je suis sûr nous ne sommes pas les seuls. Et même des équipes étrangères, hein. Toutes les équipes sur le paddock aujourd'hui, de toute façon, il suffit de se rendre compte du monde autour des pistes maintenant voilà, qui sont là pour donner des conseils, pour accompagner les pilotes de la structure et même chez les étrangers pour voir que de partout ça bosse. Donc, il n'y a pas que les équipes françaises aujourd'hui qui, qui bossent. Et je ne pense pas que ce soit juste ça, le travail des Français qui fait qu'on arrive à ce niveau-là aujourd'hui, quoi. Ouais, enfin, c'est une question. Enfin, tu parlais des questions que tu te poses encore. Justement, j'en avais discuté avec Yann Hughes, que j'ai eu sur le podcast, qui coordonnait en fait le développement des jeunes au Canada. Mhm. Et lui, il était fasciné de ce modèle TRJV. Il dit, mais nous, on n'arrive pas à le mettre en place. Et pourtant, les Canadiens sont aussi de très bons pilotes. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, ce week-end, par exemple, il y a Finn qui fait deux, en junior Goldstone qui gagne, et puis une petite junior fille là qui gagne aussi chez les juniors. Donc, c'est sûr que le ratio, si on prend le nombre de Canadiens, bon après c'est pareil, hein, il y ouais. a beaucoup de pilotes français, donc bon, forcément, plus il y en a et plus on peut en avoir devant. Mais c'est vrai que là, ce week-end, les Canadiens, ouais, ça a bien marché. Et après, enfin,
tout comme les Australiens, hein, le Ouais, modèle canadien et le modèle australien dans l'entraînement. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, moi, ça reste des références et ça reste beaucoup d'études dans lesquelles je vais piocher. Et que ce soit les Canadiens ou les Australiens, il y a toujours des choses très intéressantes, en tout cas. Enfin, pour ouais, moi, en tout cas. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, ça me plaît bien, les études canadiennes. ouais, complètement. Ils ont des visions et des modèles de développement sportif, des modèles de performance qui sont, entre guillemets, des fois, ça clash un peu avec le modèle français parce que c'est un peu Ouais, à l'opposé, mais c'est des visions qui sont relativement intéressantes. ouais, je suis d'accord. Ouais, ça clash un peu avec le modèle français. Ouais, des moments, ça sont à l'opposé, mais ouais, ils ont des visions intéressantes. Et puis quand tu t'arrêtes et quand tu t'y intéresses, ouais, enfin, moi, il n'y a rien qui me choque, quoi, au contraire. Du coup, est-ce que toi qui étudie les deux modèles, enfin, qui vit le modèle français et qui t'intéresse au modèle anglo-saxon, quelle complémentarité tu verrais entre ces deux modèles? Eh ben, j'ai envie de dire qu'il y en a qui, chez nos amis canadiens, j'ai l'impression que enfin, je dirais pas qu'il y a ouais, il y a peut-être un petit peu d'avance sur certaines choses. Et, euh, et la précision, je sens, enfin, moi, après, c'est une fois de plus, c'est moi, je suis désolé. Enfin, un peu de précision et je dirais que nous, j'essaye de mixer ça avec nous, où nous, on est un peu plus, on est capable de tout faire sans s'arrêter vraiment dans un truc bien défini. Et du coup, ben, le mix des deux fait qu'en en tout cas, moi, je sors un petit peu un truc du chapeau entre la vision bien droite et le modèle un peu, pas freestyle, mais le modèle de, bah, ouais, je vais faire ça là, plutôt ça. Toujours être capable de m'adapter tout en ayant des petites références quand même assez pointues. Donc, mixer le pointu avec bah, allez, on y va, quoi. Allez, on tente. Ouais, c'est le fameux je recueille de la data et après, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'interprète? Est-ce que je prends du recul par rapport à cette data? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est qu'à un moment, on peut sortir des chiffres, on peut en sortir, en sortir, mais lequel on regarde et surtout lequel on va pousser jusqu'au bout, quoi. Ouais, Donc, ouais, je suis plutôt dans ça, quoi. C'est vrai que quand bon, on a une direction, et puis, bah, allez, on prend cette direction et on y va, quoi. Même si derrière, il peut y avoir d'autres choses, à un moment, faut qu'on essaye quelque chose, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Ça me fait penser, je sais pas si tu avais vu passer cette étude sur du BMX, je crois que c'était le CREP de Poitiers qui l'avait publié, où ils analysaient le départ et ils avaient 63 paramètres sur la pédale, enfin sur le capteur qu'ils avaient mis dans la pédale. Et au final, quand ils Ouais. ressortaient, à la fin, ils savaient toujours pas ce qu'ils faisaient. Enfin, ils savaient que ceux qui faisaient des bons départs faisaient des bons départs parce qu'au final, le temps était bon. Mais dans les 63 paramètres, ils savaient toujours pas ce qui faisait la différence. Eh ben, c'est marrant que tu me dis ça. Pour tout te dire, cette étude, moi, j'y ai participé. C'était ce qu'on a fait pour les Jeux de Tokyo avec le Krebs de Poitiers et l'équipe de France de BMX. Et ouais, quand je t'ai parlé, il y a plein de chiffres. Oui, effectivement, ils nous ont sorti 100 millions de chiffres et voilà. Enfin, moi, j'avais vu, c'était avant, enfin, c'était tôt, enfin, je l'ai vu il y a plusieurs années, donc je pense que ça devait être les prémices. Là, vous avez dû finir de publier l'étude, je pense, que j'ai pas encore, enfin, que j'ai pas su encore tout eu. J'ai pas eu la version finale. Mais ouais, voilà, c'est ça qui me paraissait, enfin, drôle parce qu'au final, on est sur quelque chose de hyper parlant, un chrono, et en fait, on sait toujours pas ce qui fait un bon et un mauvais chrono, enfin, un pilote rapide. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est là où, voilà, bah, une fois de plus, la théorie, la pratique, et peut-être encore plus pour le coup, pour le haut niveau, parce qu'en plus de ça, il y a tout le temps, enfin, moi en tout cas, les disciplines que j'encadre,
il y a en plus de ça un côté technique Mm. qui va être important pour la performance. Mm. Donc, de la manière dont le pilote va évoluer, comment il va faire, enfin, l'ensemble corps-engin, voilà, c'est quelque chose d'important aussi, quoi. Mm. Ouais, ça, on n'en a pas forcément parlé, mais oui, ce côté technique. Je sais pas si tu le gères, toi, avec tes athlètes, les développements techniques en plus de la prépa physique. Bah, ouais, je le gère de faire ma formation de base. Hein, en étant à la base, je suis entraîneur de BMX. Et après, bah, je me suis spécialisé dans la prépa physique en passant notre diplôme et aujourd'hui en passant un diplôme de prep mentale. Euh, ouais, si, je le fais aussi avec, pour certains, plus, pour d'autres, moins, parce que ben, ils en ont moins besoin, mais d'autres, plus. Donc, on met des choses en place. Et une fois de plus, pour le coup, eh bien, le BMX reste quand même une très bonne école pour tout ce qui est apprentissage technique sur le vélo. Ça peut être sur la piste, sur les pump tracks, comme on voit maintenant partout. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux villes à chaque, qui font des pump tracks. Continuer. Ouais. C'est nickel, très bon outil, même pour les plus jeunes, pour le coup. Ouais. Et ouais, du coup, je m'occupe aussi du côté technique. Ouais. Ok. Comment du coup comment tu combines les deux? Parce qu'on sait que la prépa a un impact. Tu parlais de cette zone pareil. En technique, il y a également ça tire quand même du jus. Euh, du coup, Et comment tu bah, joues? comment je combine? Ça va dépendre des moments de l'année. Il y a des moments de l'année où j'aime bien faire des choses un peu faire bosser la technique avec un petit T dans la fatigue. Mm. Et d'autres moments où, ben, voilà, quand je veux être un peu plus pointu et ben, voilà, je fais en sorte qu'il soit frais ou fraîche pour, euh, pour bosser sur la technique. Et après, en tout cas, j'essaye toujours d'avoir en tête, leur outil de travail aujourd'hui, c'est leur vélo ou leur moto, qui soit, voilà. Et donc, un maximum, j'essaie de leur faire toucher le vélo, même dans les périodes hivernales, de machin. Enfin, voilà, ça reste leur outil de travail. Donc, un maximum, on travaille, on essaie de bosser avec le vélo et de tout le temps d'essayer d'avoir une construction motrice entre une séance de musculation, par exemple, et puis une séance de vélo. Ouais, parce que là, du coup, on tombe dans une notion qui est encore floue, c'est cette notion de transfert. C'est est-ce que tout ce que je fais en dehors du vélo, ça m'aide dans le vélo? Ouais, exactement, ouais. Exactement. Mais une fois de plus, comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi le côté transfert ou construction motrice. Moi, je l'appelle construction Ouais. motrice, d'autres l'appellent transfert. Et puis le côté aussi, faut que j'en fasse pour être bien. Parce qu'il y en a, c'est clairement ça aussi. Donc, bah, et à l'inverse, il y en a, par exemple, la semaine de course, tu vas pas leur faire d'entraînement. Ils ont besoin d'arriver reposés avec du jus. Et s'ils font le moindre truc, ils ont l'impression qu'ils s'étouffent la semaine de la course. Et à l'inverse, t'en as, s'ils s'arrêtent 2 jours, Mm. ça fait le même effet, quoi. T'as l'impression qu'ils s'étouffent parce qu'ils ont rien fait de 2 jours. Ouais. Donc, bah, il y a toujours ça aussi, trouver trouver le bon mélange, le bon équilibre pour chaque sportif. Ouais. C'est C'est une sacrée chimie, quoi. ouais, c'est ça, complètement, c'est ça. Donc, au final, j'allais dire, enfin, je sais pas si on a apporté beaucoup de réponses. En tout cas, on a enfin, tu nous as amené tes pistes de réflexion. Elles étaient relativement intéressantes. Ouais, enfin, moi aujourd'hui, je suis pas capable en tout cas de te dire pour gagner, il faut faire ça, quoi. Ouais. Parce que ben,
parce que je le sais pas, parce que je vois que si je prends ce qui se passe, qu'on fait, ce qui s'est passé ces 3 à 4 dernières années sur toutes les courses, il y a des choses qui ressortent, mais il n'y a jamais un modèle. Je ne vais pas arriver la prochaine course à Fort William et me dire je vais faire ça avec lui, ça avec elle, et puis c'est bon. Je suis sûr que ça va marcher. Bah non, enfin, j'aimerais bien, hein. Pour le coup, j'aimerais bien. Après, s'il y en a qui savent, faut pas qu'ils hésitent, hein. Ils peuvent me contacter quand ils veulent. Je prends, hein, sans problème, hein. Non, mais ouais, c'est ça. Si tu avais 3 conseils à donner à un pilote qui nous écoute, lesquels ça serait? Eh ben, le premier, je dirais croire. Il faut y croire. Il faut croire en ce que tu fais. Euh, le deuxième, je dirais curiosité. Voilà quoi, être curieux, il faut s'intéresser à sa discipline, regarder ce qui se fait, voilà, tout sans partir dans des délires, hein, mais voilà, ouais, croire, curieux, et puis euh, pro quoi, pro, ouais, il faut, et puis professionnel, ouais. Professionnel dans le sens où voilà, il faut pas se mentir, quoi. Faut faire les choses pour soi et il faut bosser, quoi. Il faut bosser. Hmm. Donc, pour ce côté-là, quoi, pour ce côté, bah, travail, quoi. Ouais. Pro, c'est pas s'acheter un motorhome et un bar Non, flambant neuf. non, c'est pas comme ça que je le vois, non. Ouais. Ouais, mais souvent, les gens, ils se trompent souvent. Ah oui, oui, c'est sûr. Hmm. Ben écoute, un grand merci pour cette discussion. J'espère qu'on a semé des graines chez tous ceux qui nous écoutent et ben, ça les a intéressés. Euh, et si on a répondu à des questions, ben encore mieux. C'était un bel échange. Merci à toi. Ouais, écoute, merci à toi. Voilà, après, te redis, enfin, j'ai pas de méthode, j'ai pas de baguette magique. C'est surtout, enfin, la solution vient surtout des athlètes, quoi. Hmm. Là, C'est c'est eux qui sont au cœur de la perf, quoi, pas nous. ouais. Mais je pense que c'est une belle phrase pour conclure et pour résumer tout ce que tu nous as raconté, en fait. Et ça, il faut pas l'oublier. Ok, Si jamais les personnes qui nous écoutent, ils veulent te retrouver, te suivre ou te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? bah, Instagram, hein, c'est le plus simple, hein. Hmm. Ton, Pour ton le compte? Nix Training. Nix Training, Ok. NICS, training comme l'anglais. Nickel. Ben, je le mettrai dans la description. Et Pas de problème. du coup, on fait ça. Écoute, encore merci et ben, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Ok, Merci. allez, ciao.